Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne les gars, Briche FCB. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief. Quel débrief aujourd'hui les gars, débrief de la finale Copa del Rey. Victoire, 3-2 dans le périple, dans le suspense, dans le scénario, dans tout ce qu'on veut les gars. Un scénario de fou cette finale, 3-2 pour le Barça. Jules Koundé, merci beaucoup. Une victoire, le premier titre majeur de la saison. C'est vrai qu'on a eu la Copa del Rey avant, qu'on a eu la Super Coupe avant, mais là, la Copa del Rey, c'est le premier titre possible sur le triplé qu'on peut avoir, Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Donc, j'ai tellement d'émotions, j'ai tellement de choses à dire, mais je préfère laisser un ancien, je préfère laisser tonton Samuel Eto'o parler à ma place, les gars. Donc voilà, comme on a vu, tonton Eto'o qui nous rappelle à l'ordre. Madrid, cabron, salud al campeón. Madrid, cabron, salud al campeón. C'est très rare de voir une finale de Coupe du Roi, les gars. Barcelone-Real Madrid, un classico en finale de Coupe. C'est très, très, très rare. Faut savoir qu'il y a une Coupe à chaque année et que dans toutes ces années, au moins depuis le début du siècle, c'est-à-dire depuis les années 2000, il n'y a eu que 2 finales. Il n'y a eu que 2 finales en classico et ça a été 2 finales remporté par le Real Madrid, notamment en 2011, où est-ce qu'on a la tête de Ronaldo en fin de prolongation qui perfore le filet de José Manuel Pinto à l'époque. Et en 2014, certains s'en rappelleront plus, c'est le fameux match où il y a eu la percée de la percée de Gareth Bale sur Marc Bartra justement, et il était encore allé une fois finir dans les filets de José Manuel Pinto. Donc les 2 seules finales de Coupe du Roi Barcelone-Real Madrid qu'il y a eu ont été en faveur du Real. Dans les années précédentes, il y a eu des affrontements en Coupe du Roi classico, mais ce ne sont pas des matchs qui étaient en finale, c'était souvent en demi-finale, en phase aller-retour et tout. Il y en a eu quelques-uns, je pense à 2012, je pense aussi en 2022, en 2023, oui, le Real vient nous éliminer de la finale avec un triplé de Benzema au Camp Nou, je viens de me rappeler de ça. Donc il y a eu des historiques, mais c'était jamais en finale. Donc les gars, il y a beaucoup de choses à dire pour ce match, de très bonnes, de moins bonnes et aussi des scandaleuses. On va parler de tout ça. Et pour une fois, les gars, je veux commencer par le positif, tout ce qui est bien, et ensuite on va adresser le plus sérieux un peu, comment le match a terminé, le comportement de certains joueurs et tout. Tout d'abord, je tiens à féliciter tous les joueurs du 11 du Barça, les gars. Je trouve que tout le monde s'est battu. C'est vrai qu'on a vu une physionomie de match qui était très comme au ralenti, surtout dans la première mi-temps. C'est comme si le match était tellement déséquilibré. J'avais l'impression de voir un Barça Leganés ou un Barça Alaves ou un Barça Valladolid, je sais pas. Le niveau du Real Madrid qu'ils ont montré en première mi-temps était désastreux à tel point que les joueurs du Barça marchaient. N'attaquaient même pas tant que ça. J'ai eu l'impression qu'on jouait pas. J'ai pas eu l'impression qu'on jouait une finale de coupe. J'ai eu l'impression qu'on jouait un match retour d'une double confrontation ou lors de la première partie de la double confrontation, on avait déjà gagné et tout et on gérait le match. C'était tellement facile. C'est comme si les joueurs n'avaient pas ce sentiment d'urgence qu'on est en finale, qu'on doit aller gagner. C'est comme si on savait que éventuellement la victoire va venir, qu'on n'a qu'à jouer et que c'est de facto on va gagner. Il y avait cette domination en première mi-temps. On n'a pas su tuer. On a ouvert le score sur une masterclass de Pedri, j'ai envie de dire. Et il faut souligner que juste avant le but, on a Cubarsí qui stoppe une éventuelle lancée de Vinicius en contre-attaque. Bellingham qui venait de servir Vinicius, qui allait briser la ligne de la défense, il allait partir, il n'était pas hors jeu. Le Cubarsí qui sort ce tacle, et c'est sur la reprise de cette action qu'il sert Pedri. Pedri qui lance Lamine Yamal et qui refait et qui fait l'appel, qui monte tout le terrain, qui revient, et Lamine Yamal qui remet en
retrait à Pedri et Pedri qui finit comme on a vu. Je pense que Bellingham, il a eu le dégoût, il a été dégoûté sur le fait que Koubarsi a bloqué sa passe. Il a pas fait le track back pour aller prendre Pedri parce que quand Lamine Yamal est venu remettre en retrait, on s'est dit il n'y a personne. Et là, on voit Pedri qui est seul. Et normalement, au marquage de Pedri, bon, poste pour poste, c'est Bellingham. Et il n'était pas là. Je crois qu'il était dégoûté. Il n'a pas fait l'effort et puis ça leur a coûté le but. On est allé à 1-0 comme ça à la mi-temps et on savait, on connaît le Real Madrid, on connaît la manière dont les matchs se passent avec eux. Si tu mets pas le clou, c'est-à-dire le deuxième but, tu es à la merci de te prendre une Real Madrid, j'ai envie de dire. Pas une remontada parce que c'est différent. On a trop longtemps laissé ce scénario. On a trop laissé le Real se permettre de croire qu'il pouvait revenir dans le match alors qu'on aurait pu, selon moi, tuer le match en première mi-temps. Et pour parler de tout le monde qui a fait des bons matchs, il y a eu le petit bémol, c'est Rafinha. Je trouve qu'il a été un peu absent dans ce match et il a eu plusieurs occasions en première mi-temps surtout. En deuxième mi-temps, lorsqu'on était toujours à 1-0, où il n'a pas su tuer. Il a eu 2 frappes croisées qu'il a trop croisées. Lui-même, il était fâché avec lui-même, il frappait le sol et tout. Donc je mets seulement Rafinha un peu en bas, mais ses efforts, son jeu et tout, ça a compensé. Moi, je dis bravo à tout le monde. Dans ce genre de match, on va pas venir commencer à dire que ah oui, tel a été moins bon, tel je pense qu'il a été mieux. Et je veux aussi souligner le match de Gérard Martin. Il faut pas oublier que lui, c'est un jeune qui vient de commencer à jouer professionnel en première division. L'année dernière, il était encore en division 3, les gars. Le haut niveau, il l'a connu cette saison. Et à sa première saison pro, il joue un classico en finale face au Real Madrid. C'est quand même la pression. C'est pas un crack générationnel. Donc, il a pas cette aisance sur le terrain. Donc, je veux souligner son match. Il a quand même su contenir Rodrigo. Il s'est pas fait passer tant que ça. C'est vrai qu'il a pas tenu tout le match. À un certain moment, ça commence à devenir fébrile. On a dû le sortir, mettre Inigo sur le latéral gauche Inigo a fait un grand match aussi. Mais je tenais à faire une petite main d'applaudissement pour Gérard Martin qui a fait un très bon match. Et ça me fait penser au Shark. Les gars, le deuxième but, je vais pas trop débriefer le match parce que, bon, pour un petit résumé, il y a eu l'égalisation de Kylian Mbappé sur coup franc. Au passage, la page Hazem Mbappé score the free kick va mourir. Mbappé qui marque son coup franc. Je trouve que sur le coup franc, Wojtek Szczesny était un peu mal placé. Il a laissé beaucoup trop d'espace à son premier poteau. Même quand j'ai vu Mbappé poser le ballon, j'ai vu le positionnement de Szczesny. Déjà, j'avais le petit mauvais pressentiment que Mbappé allait marquer. Et je vois le positionnement de Szczesny. Je me suis dit, mais il va tirer premier poteau. C'est ouvert, tout est ouvert. Il a marqué là. Donc, petite bémol de Szczesny sur ce but. Ensuite, les gars, le Real Madrid qui a pris confiance. Ils ont cru que c'était possible, étant donné qu'ils ont pu égaliser. On remettait les pendules à 0-0. Ils pouvaient gagner d'une quelconque manière. Il restait 30 minutes. Même 20 minutes, je crois. Et comme de prévu, sur un corner, Tchouaméni qui s'élève, qui met son casque et qui marque le but. C'est un peu une victoire au forceps, pas une victoire, mais prendre l'avance au forceps, à l'arracher, à l'envie, j'ai envie de dire. Le Real qui a vraiment cru en ses capacités de pouvoir aller égaliser et même aller gagner ce match. Mais particulièrement, même après le fait d'être passé à 2-1 pour le Real Madrid, j'étais sûr que bon, on va aller égaliser parce que ils ne vont plus jouer, vous voyez. Ils ne vont plus jouer, ils vont aller se rasseoir derrière. Et que lorsque c'est comme ça, c'est une passoire derrière le Real Madrid. On va avoir des occasions, on va marquer. Et puis, quelques minutes plus tard, même pas tant que ça à la fin du match, ils avaient, je pense, pris l'avance à la 77e, à la 82e. Lamine Yamal qui fournit un caviar pour Ferran. Ferran qui prend de vitesse Rudiger dans le dos, qui contourne Courtois de manière clinique, qui finit proprement. Ferran, le shark, le retour du requin, comme dit l'immigré. Et il nous a mis à 2-2. À ce moment-là, je savais qu'on allait gagner. Je me disais même, on va gagner avant même les prolongations. Je voulais qu'on aille chercher cette victoire avant les prolongations, justement pour pas qu'on ait des prolongations dans les jambes face à l'Inter. Mais bon, au final, après, on a vu ce qui s'est passé avec Jules Koundé. On a vu toute l'euphorie de ce match et ça a permis de conclure un peu ce match. Et là, je vais faire un segment de tout ce qui s'est passé relié à l'arbitrage, relié aux pressions du Real Madrid face à l'arbitrage, le comportement des joueurs et finalement même l'arbitrage sur le terrain après le match et tout ça. Selon moi, c'est une honte au sport. On regarde tous, qu'on aime tous, qui nous fait vibrer le comportement que le Real Madrid a eu. Avant le match, mettre la pression sur l'arbitrage, faire à croire que tu veux faire changer l'arbitre. On a tous cru qu'ils étaient des fous à vouloir dire qu'on joue pas et tout. Mais en fait, c'était que moyen de pression pour faire comprendre à cet arbitre que le match qui va se passer, on est sur tes côtes sur tous les appels que tu vas faire. Si tu oses faire un appel un peu litigieux face au Real, on aura notre armada qui va te prendre après. Le lynchage médiatique ne va pas te rater par la suite.
l'arbitre, il a arbitré ce match avec cette pression-là et c'est impossible de ne pas le voir. Notamment, il y a 3 pénaltys non sifflés. Et je dis 3 en étant généreux parce que pour moi, il y en a qu'on peut ne pas siffler, mais il y a minimum un pénalty non sifflé pour le Barça et notamment cette faute sur Ferran Torres, Rudiger à la fin du match, avant même le pénalty qui a été enlevé par la VAR de Rafinha qui simule. Il y a eu Rudiger qui prend à croche-pied Ferran Torres qui est de dos, qui lui fait perdre l'équilibre et dans la surface, on sait que ces genres de fautes vont être appelés. L'arbitre ne va pas voir la VAR, l'arbitre fait signe de se lever. Il y a la main de Valverde sur le centre de Rafinha en première mi-temps, qui oui, on nous dit que l'arbitre, on nous dit que la règle est que la main d'appui ne compte pas, mais il n'est pas en appui. Et même si c'est la main qui va être en appui, c'est sifflable. Selon moi, personnellement, ayant grandi avec un football où ces mains-là, selon moi, j'ai grandi à l'époque des mains volontaires et involontaires. Donc, pour moi, on ne le siffle pas. Mais en connaissant la règle, avec le contexte de la VAR et le contexte que toute main est une main, etc., pour moi, il faut siffler ce penalty dans ce contexte-là. Parce que même si on dit que la main d'appui n'est pas au sol, etc., c'est quoi? Ça veut dire que maintenant, un joueur peut décider d'aller glisser, faire un arrêt de gardien de but avec sa main d'appui, tant que sa main n'était pas au sol. Non. Là, je pense que c'est une main qui est sifflable selon la règle de nos jours. Et par la suite, l'autre faute qui doit être mise, et ça, c'est la plus flagrante selon moi, c'est le tirage de maillot sur Pau Cubarsí lors du corner qui a frappé le poteau. On voit Dani Ceballos qui le tire pour l'empêcher d'aller marquer. Cubarsí était en position de faire un simple tapin. Il était tout seul, but ouvert. Le gardien était battu. Il était avec le but grand ouvert. Il allait que mettre son corps pour pousser le ballon au fond du filet. Mais on a Dani Ceballos qui le tire et qui force Cubarsí à devoir s'étendre et essayer d'aller toucher le ballon. Pour moi, ça c'est penalty parce qu'on empêche le but. Et il n'y a pas non plus, l'arbitre n'a juste pas vu cette action. La VAR ne l'a pas appelée. Du moins, on ne sait pas si elle a été appelée ou pas parce qu'on ne sait pas ce que l'arbitre entend dans son oreillette. Mais pour moi, c'est l'arbitrage calamiteux et qui est rien d'autre que les conséquences du pressing médiatique que le Real Madrid a mis sur cet arbitre. Donc, malgré tout ça, c'est ce qui rend la victoire encore plus belle, c'est que malgré tout ça, on a réussi à les gagner. Et à les gagner à la rage, à l'envie, à la mentalité, parce qu'on a été mené à 10 minutes. On a été mené à 10 minutes de la fin. On a passé par plusieurs états d'esprit durant ce match, plusieurs physionomies, plusieurs états de forme aussi. Les joueurs qui ont donné beaucoup d'énergie. On avait joué 120 minutes avec une ligne haute et tout. Et à la fin, les gars, ça c'est le clou du spectacle. Les joueurs du banc de Real Madrid qui pètent un câble et qui essayent de vouloir littéralement caillasser l'arbitre. Tout ça parce qu'il appelle une faute qui est une faute. Kylian Mbappé qui, avec ses bras, gifle Eric Garcia en voulant protéger son ballon. Certes, c'est peut-être pas volontaire. Certes, c'est peut-être pas un attentat de la part de Kylian, mais c'est une faute. Lorsqu'on joue avec les bras, lorsqu'on protège son ballon, c'est épaule ou peut-être même protéger son ballon avec les bras au niveau du torse du joueur. Mais lorsque la main touche au visage, on sait que c'est faute. C'est pas nouveau. Cette faute-là est aucunement scandaleuse. Et les joueurs du banc du Real Madrid qui pètent un câble à ce point, je peux comprendre que c'était la dernière action. Rudiger qui veut tuer littéralement l'arbitre, qui doit se faire retenir par tout le staff médical. Vinicius qui lance des projectiles à l'arbitre. Vasquez qui lance du projectile à l'arbitre. Je sais pas qui d'autre. Ils étaient au bord de rentrer sur le terrain, de s'en prendre à l'arbitre. J'ai vu par la suite que Bellingham, Vinicius, Vasquez et Rudiger ont tous pris rouge. Donc à voir combien de matchs de suspension ils vont se prendre. Et je sais pas si les matchs de suspension en Coupe du Roi affectent les matchs de Liga, mais si c'est le cas, ils risquent de prendre selon moi un minimum de 3, 4, peut-être même 5 matchs de suspension. Et c'est peut-être même la fin de la Liga pour eux. Si ces 5 joueurs ne sont pas disponibles pour la fin de la championnat, ils vont manquer le Classico, ils vont manquer les échéances du Real qui espèrent encore gagner la Liga. Ça serait dramatique et on verra parce que, encore une fois, la fédération espagnole, on a vu comment est-ce qu'ils ont traité Kylian Mbappé avec le carton rouge qu'il avait pris. On n'avait mis que 2 matchs pour pas qu'il manque le Classico d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils feront de même avec les joueurs? Ce qui s'est passé, mais s'ils font ça, c'est scandaleux parce que le comportement de ces joueurs-là, mais notamment de Rudiger, ne peut pas rester impuni, les gars. C'est ce genre de choses, tu prends peut-être 10 matchs de suspension, c'est une tentative d'agression envers l'arbitre. Si des Lewandowski prennent des 3 matchs pour avoir fait des signes qui insinuent des commentaires comme quoi l'arbitre serait corrompu et qu'il se prend 3 matchs, qu'est-ce qu'une tentative d'agression prend, les gars? Qu'est-ce qu'on prend lorsqu'on lance des projectiles à l'arbitre? C'est au moins 3 matchs, c'est au moins à grand minimum 3 matchs. Et ça, c'est en étant très généreux. Selon moi, c'est au moins 5 matchs pour Rudiger. Les autres, je ne sais pas s'ils sont accusés de la même chose, mais il faut que justice soit rendue
et que le règlement soit appliqué. C'est très grave. À l'époque, je me rappelle Pépé qui avait pété un câble et qui avait donné des coups de pied à un joueur. Il s'était pris, je pense, 10 ou 15 matchs de suspension. Rudiger qui veut s'en prendre à l'arbitre et qui, avec la rage dans les yeux, qui voulait même lancer sa glace sur l'arbitre. C'est au moins, selon moi, au moins 5 matchs. Donc les gars, à voir ce que la fédération va décider dans quelques jours. Et puis, je veux conclure sur ça, les gars. Cette victoire, c'est pas juste une victoire de classico. Oui, c'est un classico. Oui, c'est une finale de coupe. Mais c'est pas juste une victoire. C'est plus qu'une victoire parce que le contexte sportif, le contexte social, le contexte politique, historique en Espagne, la Coupe du Roi, les gars. La Coupe du Roi en Espagne. Le Real Madrid, connu comme étant le club de la royauté, le club de l'État, et le Barça, opposant à cette mentalité-là, tout ce contexte, qui vient remporter la Coupe du Roi face au Real Madrid, devant le roi d'Espagne, devant toute l'oligarchie espagnole. C'est un message fort, les gars. C'est un message fort avec les jeunes, les enfants du club, avec notre manière de penser, de jouer. C'est plus qu'une victoire simple en Classico, c'est plus qu'une victoire de Classico, c'est plus qu'un trophée, c'est vraiment une victoire de l'idéologie du Barça, les gars. Donc pour conclure, je vais conclure là-dessus et dire que c'est une victoire, oui, mais c'est la première victoire de la fin de la saison. Il y a des gros objectifs qui arrivent. Il ne faut pas qu'on se laisse cette victoire monter à notre tête. C'est 1 sur 3, les gars. Il nous reste la Ligue des Champions qu'on va aller chercher. On pourra célébrer après. J'espère qu'il n'y aura pas de parade et tout. D'accord, on a gagné. On va faire une parade à la fin de la saison avec nos trophées si on en a d'autres. Donc là, il faut qu'on se concentre sur l'Inter, qu'on utilise cette énergie qu'on a accumulée aujourd'hui pour aller la mettre face à l'Inter à domicile. C'est vrai que là, on a joué 120 minutes. Demain, il y aura un repos probablement pour les joueurs. C'est donc un avantage, le fait qu'on joue à domicile mercredi. C'est qu'il n'y aura pas le voyage et devoir aller s'entraîner à l'extérieur en Italie et tout. Tout se fera à la maison. Donc, le premier match, ça va être important, le repos. Ménager aussi les gens, essayer d'aller chercher la qualification au premier match, comme en quart de finale. Et comme je vous ai dit, les gars, je vais conclure là-dessus. C'était plus qu'une victoire. C'était plus qu'un trophée. C'était plus qu'un classico aujourd'hui. C'était un message. C'était le début d'une nouvelle ère et tout ça, les gars. Donc, je vous dis à très vite. Et comme on le sait tous, les gars, comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!